Yo, on va parler un peu des technologies d'écran, de ce qui existe et de ce que vous pouvez essayer de régler sur votre écran pour améliorer que ce soit la réactivité, la qualité de l'image et ce genre de trucs. Ça va être un peu compliqué parce qu'il y a des paramètres dont je vais parler qui s'appellent pas de la même façon selon les vendeurs. C'est-à-dire que par exemple, pour la motion blur réduction, ça peut s'appeler tous ces trucs-là selon le vendeur, mais c'est exactement la même chose. Donc j'ai essayé de faire une liste de tous ceux que j'ai trouvé un peu sur internet. Et pareil pour le vendredi, j'ai essayé de faire une liste aussi. C'est possible, je pense que j'ai eu la majorité des vendeurs et des écrans, mais c'est possible que sur votre écran ça ait un nom différent. Il n'y a pas trop de... Essayez de chercher un peu sur Google si c'est pas dans la liste quoi. Bon, je vais commencer par l'overdrive. Alors l'overdrive, qu'est-ce que c'est? Pour voir un peu ce que c'est, il faut commencer par comprendre comment un pixel change de couleur. On va pas faire un cours très compliqué là-dessus, c'est juste un principe très rapide. Changer de couleur, vous devez appliquer une tension différente au pixel de l'écran. Et selon la vitesse à laquelle vous allez appliquer la tension et la tension que vous appliquez, la couleur du pixel va changer plus ou moins rapidement. Du coup, le bleu c'est le paramètre standard où juste hop, vous changez la couleur du pixel et puis ça se change à une vitesse, voilà. Mais du coup, pour changer la couleur du pixel, le temps qui va se passer, il est de là à là. Vous aurez tout ça de temps qui va se passer pour changer un pixel. Si par contre vous lui mettez plus de tension plus vite, vous pourrez aller plus rapidement, c'est-à-dire que par exemple en orange, ça va être de là et ça va se terminer ici, vous aurez votre pixel, donc le temps il est plus court, mais en échange vous aurez ce qu'on appelle de l'overshoot, c'est-à-dire que la tension va temporairement dépasser la valeur attendue pour se stabiliser après dessus, et du coup vous allez avoir une couleur, vous, qui sera différente de celle attendue pendant un certain temps. Et c'est pareil, plus vous appliquez de voltage rapidement, vous allez dépasser énormément après, comme ça, et puis ça va se restabiliser après. Et dans ce cas-là, par exemple, le temps, il est hop, de là à là, il est encore plus rapide, et du coup, vous avez vos pixels qui répondent plus rapidement. Mais ça pose le problème de l'overshoot. Alors, toute la subtilité, c'est de réussir à trouver le bon réglage pour que à la fois ça soit rapide, mais que ça cause pas d'overshoot. Pour avoir une représentation visuelle de ce que ça fait, c'est des images que j'ai volées sur Blurbusters, qui est globalement le meilleur site si vous voulez apprendre des choses sur l'écran, je mettrai dans la description. Si vous avez le réglage standard, donc celui qui était en bleu là, vous aurez comme cette image là, c'est-à-dire que vous aurez un peu de ghosting là derrière, parce que les pixels mettent du temps à rechanger de couleur, et du coup ça se traîne un peu, et vous avez un peu de ghosting. Dans le cas inverse, donc si vous mettez votre overdrive en extrême, en rouge, vous avez un peu l'effet inverse, c'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle de l'overshoot, et ça s'appelle des coronas. Ça s'appelait déjà comme ça avant le virus, peu importe. C'est-à-dire que vous avez l'effet inverse, c'est-à-dire que vous avez les pixels derrière. En fait, c'est de l'inverse ghosting, c'est du ghosting, mais où les pixels sont allés trop loin dans leur changement de couleur. Et vous avez le réglage intermédiaire, où du coup vous avez un peu ni ghosting inverse, et c'est un peu le résultat idéal, c'est-à-dire que c'est le résultat qu'on aimerait avoir généralement. Généralement, les moniteurs, ils ont 3 niveaux d'overdrive, ils ont off, ultra et puis on. Généralement, le mode off, ça fait du ghosting, le mode ultra, ça fait systématiquement de l'inverse ghosting, et le mode normal, c'est le mode qui est généralement le mieux, parce que c'est celui qui va vous permettre d'avoir un bon compromis entre des pixels qui sont plus rapides, donc moins de ghosting, et pas d'overshoot non plus. Si vous voulez tester un peu tout ça, vous pouvez aller sur le site TestUFO, que je mettrai aussi en description, etc. Et sur le site TestUFO, vous avez énormément de tests, d'ailleurs ça fait pas que le ghosting, vous pouvez avoir des trucs qui permettent de comparer des framerates, etc. etc. Mais en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est le ghosting. Donc là, vous avez 3 lignes différentes, parce que ça va vous permettre de comparer par rapport à 3 couleurs de fond différentes, parce que c'est pas la même, vous n'aurez pas les mêmes résultats selon la couleur du fond. Là, sur mon écran, vous allez rien voir, parce que c'est une vidéo, ça n'a aucun intérêt, mais vous pouvez aller sur le site, vous, le laisser tourner, etc., et puis vous examinez un peu le truc, là, vous changez votre mode d'overdrive, vous regardez un peu ce qui se passe encore, etc., selon les couleurs, et vous jouez un peu avec vos modes, et vous essayez de voir ce qui vous plaît le plus. A priori, ce sera le réglage du milieu. Sachant que
Ils ont pas forcément le même nombre de réglages. Par exemple, sur ViewSonic, je sais que c'est 3, il me semble. Sur BenQ Zoe, alors BenQ Zoe, ils ont mis des noms à la con. Il me semble que c'est un truc du genre High, Premium et je sais plus quoi. Mais globalement, c'est celui du milieu aussi. L'Asus Trace Free, c'est pour les vieux écrans principalement, mais c'est une barre de 1 à 100 que vous pouvez régler de 20 en 20. Alors là, il faudra jouer un peu, mais généralement, ça sera vers 60 ou 80. Et puis OD, c'est juste pour overdrive, et puis vous pourrez jouer avec. Et voilà. Et j'en profite pour rajouter aussi que souvent dans les pubs de l'écran, vous allez voir 1 milliseconde de response time. Généralement, c'est un response time qui est valable que pour le mode d'overdrive le plus rapide. Mode qui est souvent inutilisable en jeu parce qu'il fait de l'inverse ghosting qui est vraiment immonde. La plupart du temps, c'est écrit 1ms parce qu'ils ont rajouté un mode d'overdrive qui est inutilisable spécialement pour pouvoir dire ouais mais on a un mode 1ms. Bon, c'est en soi pas très important mais juste il faut pas ce 1ms qui est écrit sur la boîte, il faut pas le croire. Voilà. Même si c'est techniquement vrai, c'est genre votre voiture elle va à 230 km en pente avec le vent dans le dos quoi. Techniquement oui c'est vrai, mais en utilisation normale non. Voilà. Ensuite, la black frame insertion, alors c'est un peu plus compliqué. Elle a énormément de noms selon les marques. Pour expliquer ce que c'est concrètement, c'est que votre écran, au lieu d'afficher juste les images une par une et de laisser l'image précédente affichée tant que la nouvelle image n'est pas arrivée, il va éteindre les pixels de l'écran entre chaque image. Il y a LTT qui en a fait une excellente vidéo, une excellente explication dans sa review de cet écran-là. Là. Je mettrai le lien dans la description aussi. Mais en gros, si vous allez sur un écran normal, vous allez avoir un truc un peu comme ça, où il explique pendant que tant que l'ancienne image n'est pas arrivée, vous allez avoir la nouvelle image qui reste, et en même temps, vous allez avoir vos yeux qui vont essayer de deviner où l'objet va être, et si vous combinez tout ça, ça peut faire un sorte d'effet de ghosting aussi. C'est différent du ghosting dû au response time, mais concrètement ça peut faire la même chose aussi. Et une fois que vous activez la black frame insertion, c'est peut-être là, ou avant, ouais. Une fois que vous activez la black frame insertion, votre écran il va clignoter en noir, enfin vous n'allez pas le voir, quand vous allez l'utiliser, vous n'allez pas le voir clignoter. Ce que ça va faire vous, c'est que ça va réduire juste la luminosité de l'écran, pour vous n'allez pas le voir clignoter, mais ça peut donner une impression de clarté qui est supérieure, ça peut vous sembler plus clair, vous, à l'écran, d'activer ce mode-là. C'est pas parfait pour 2 raisons. Des fois parce que selon les gens, ça peut vous donner un peu mal à la tête ou un peu des vertiges, etc. Moi je sais que j'ai un écran qui a cette technologie, et quand je l'utilise, au bout d'à peu près 30 minutes, je commence à avoir mal à la tête, donc je m'en sers pas. Et c'est pas parfait aussi parce que ça fait ce qu'on appelle du strobe crosstalk. Je vais pas vraiment en parler là, je vais link l'article de Blurbusters qui est très bien fait. Mais en gros, ça peut faire des duplications d'images comme ça. Sachant que plus vous êtes haut en rafraîchissement d'écran, plus vous allez avoir de chances d'avoir du strobe crosstalk. C'est pour ça que certains écrans qui ont la black frame insertion, souvent les gens conseillent de... si c'est un écran de 240 Hz par exemple, de bloquer l'écran à 180 Hz, de mettre le black frame insertion à 180 Hz du coup, et de profiter comme ça. Mais peu importe, c'est pas enfin, vous pouvez lire l'article, mais voilà, globalement, voilà la black frame insertion. Et ça, c'est pareil, ça a un nom complètement différent selon les gens. Aim Stabilizer chez Gigabyte, bon, MDR. Et 1ms mode chez ViewSonic, ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir avec le temps de réponse, quoi, mais ça s'appelle quand même comme ça. Bon. Si vous l'avez. Il y a aussi Blurbusters qui a un test pour simuler un peu ce que ça ferait ça. Il est... Je le vois pas, mais je sais qu'il existe. Il est là. Hop, vous pouvez désactiver le truc de luminosité, et puis vous pouvez voir, bon là sur la vidéo vous le verrez évidemment pas, mais si vous allez sur le site, vous
où vous pourrez voir la différence entre avec ou sans le black frame insertion, et puis sachant que c'est émulé, donc c'est pas tout à fait pareil que ce que vous aurez sur votre écran, mais ça peut vous donner une idée. Voilà. Et pour terminer l'Adaptive 5, j'en parle dans une autre vidéo que j'ai fait sur la G5 et les paramètres qu'il faut pour que ça marche. Si vous voulez des détails là-dessus, vous pouvez aller voir, mais globalement, il y a 3 trucs et c'est vraiment pas clair. G5 compatible, c'est quoi? G5 compatible, ça veut dire que l'écran il est FreeSync, mais que Nvidia l'a validé pour fonctionner avec une carte Nvidia. Sachant que même les écrans qui n'ont pas été validés par Nvidia, donc qui ne sont pas G5 compatibles, peuvent quand même fonctionner en G5. Ça veut juste dire que Nvidia les a pas validés eux-mêmes, donc ils savent pas s'il peut pas y avoir des problèmes de type des écrans qui clignotent ou qui s'éteignent en noir, ou voilà. Les écrans G5 où il y a juste écrit G5, ça veut dire qu'ils ont un module G5 physique dans le PC. Enfin, dans l'écran, pardon. Concrètement, entre un vrai module G5 physique et un G5 compatible, vous allez avoir une différence d'à peu près 100 €. Parce que le matériel, le module G5, il coûte de l'argent, la certification coûte de l'argent, etc., etc. Qu'est-ce que ça vous apporte, ces 100 € de différence? Globalement, pas grand-chose. La seule vraie différence entre un G5 compatible et un FreeSync, ou entre un G5 compatible et un G5, pardon, c'est que si vous avez un vrai module G5, vous avez l'overdrive qui est variable. Et ça c'est bien parce que ce que je vous ai montré là de les settings d'overdrive, ça dépend aussi des hertz de votre écran. C'est-à-dire que un réglage d'overdrive qui est excellent à 240 Hz, admettons que je suis à 240 Hz, je suis en overdrive normal et puis ça me fait ça. Si je lance un jeu à 60 FPS, donc il m'affichera 60 Hz, l'overdrive, sans que moi je le touche, risque de se retrouver plutôt comme ça. On voit pas du tout ma souris, comme ça. Parce que j'ai moins de FPS que 240. Alors, le fait d'avoir un vrai module G5 peut aider à combattre ça, dans le sens où le module G5 peut adapter l'overdrive en fonction des FPS que vous avez. Alors après, c'est bien si vous jouez souvent à des jeux qui ont beaucoup de framerate de différence. Mais si vous avez un bon PC, que vous avez généralement des FPS qui sont relativement les mêmes sur tous les jeux, par exemple, je sais pas si vous avez un écran 1080 et puis un écran 1080, oui, un écran 1080p 144 Hz par exemple, et une assez bonne carte graphique, vous pourrez avoir 144 Hz sur tous les jeux. Et si vous trouvez votre bon réglage d'overdrive, il n'y aura pas de souci, il n'y aura pas besoin d'avoir un overdrive variable, donc de toute façon vous serez à 140 FPS ou pas loin sur tous les jeux, quoi. Si vous avez par exemple un écran 4K et que sur certains jeux vous êtes à 300 FPS et sur d'autres vous êtes à 40, là c'est discutable le fait d'avoir besoin ou non d'un overdrive variable, parce que si vous en avez pas, ça veut dire qu'il va falloir aller dans les menus de l'écran et gérer votre paramètre d'overdrive à la main à chaque fois, selon le jeu auquel vous jouez. Peut être pas idéal. Et G5 Ultimate, c'est pareil que G5, donc il y a un module physique, mais c'est juste que ça ajoute aussi la certification HDR10 et d'autres conneries du genre. Mais c'est des écrans à plus de 1000 €, c'est pas très intéressant. Et côté AMD, c'est un peu pareil, il y a FreeSync, FreeSync Premium et FreeSync Premium Pro. Alors, FreeSync, ça veut juste dire que ça marche avec l'Adaptive 5. FreeSync Premium, ça marche avec l'Adaptive 5 aussi, mais il me semble que la range sur laquelle ça marche est plus grande. C'est-à-dire que ça va marcher de genre 20 FPS à 240, là où si vous êtes juste FreeSync, ça va être genre 40 FPS à 240, quoi. Concrètement, il n'y a pas trop d'intérêt. Et le FreeSync Premium Pro, pareil que le G5 Ultimate, ajoute des trucs d'HDR10 et des machins. Et l'Adaptive 5, donc le dernier, c'est le standard qui est compatible avec les deux. C'est-à-dire que c'est le standard VESA, qui est maintenant, en tout cas, compatible à la fois avec les cartes Nvidia et les cartes AMD. Mais c'est important de faire un peu attention à tous ces trucs-là, parce que par exemple, si je vais chercher un écran, je vais sur material.net, je prends un écran au hasard. Si je vais dans les specs, il sera marqué Nvidia G5 non, Adaptive 5 oui, et AMD FreeSync oui. Ce qu'il faut comprendre de ces trois lignes-là, c'est que concrètement,
il va marcher en G5 avec une carte Nvidia, parce qu'il est adaptif 5, donc il va être G5. Peut-être qu'il sera pas G5 compatible, ça dépend si Nvidia a fait la certification de l'écran. Mais dans tous les cas, si vous avez une carte Nvidia avec, vous pourrez activer l'adaptif 5 et vous pourrez en profiter. Et en l'occurrence, celui-là, le XG2405, ça va marcher sans souci et il est très bien. Et il faut lire, parce que c'est pas parce qu'il y a écrit non à côté de Nvidia que c'est pas compatible avec Nvidia. Ce que ça veut juste dire là, c'est qu'il n'a pas de module Nvidia physique dans l'écran. Voilà. Et puis après, les dernières technologies dont on parle assez rapidement, c'est le Black Equalizer. C'est la technologie qui existe pas sur tous les écrans, mais sur pas mal d'écrans, qui permet un peu de gérer les niveaux de noir, etc., pour augmenter la luminosité dans les zones sombres. Ça, c'est entièrement une question de préférence. Même sur les écrans qui l'ont pas, généralement, en jouant avec le gamma, etc., des réglages des jeux ou de votre carte graphique, vous pouvez avoir un résultat similaire à ce truc-là. C'est pas vraiment la peine de chercher un écran juste parce qu'il a ça. Et puis ensuite, les réglages de luminosité et de couleur, c'est un peu aussi open bar, vous en faites un peu ce que vous voulez, quoi. Et voilà. Donc concrètement, pour résumer, vous avez deux choses principalement à regarder, c'est l'overdrive et la motion blur reduction. Ça peut s'appeler tous ces trucs-là. Et pour les tester, du coup, pour voir ce que ça fait, hop, c'est pas lui, c'est ça. Pour tester l'overdrive, vous pouvez aller sur la ghosting, l'onglet ghosting de Blurbusters, pardon. Je le mettrai en lien dans la description aussi. Et pour la black frame insertion, il y en a. Vous pouvez utiliser celui-là aussi. Vous pouvez utiliser quoi? Vous pouvez utiliser ça aussi, la photo qui bouge. Bon, il y en a plein que vous pouvez regarder un peu tout. Il y a pas mal d'outils qui sont bien là-dessus. Il y a aussi ça, par exemple, ça c'est bien si vous voulez overclock votre écran. Il y a des instructions au-dessus, il faut prendre une photo avec son téléphone, etc. Ça va vous permettre de vérifier que votre overclock d'écran, ou même que si vous avez un écran un peu de merde, ça va vous permettre de vérifier que votre écran n'a pas de frame skipping. C'est-à-dire que vous pouvez avoir si vous achetez un écran 144 Hz de merde, vous pouvez très bien avoir du frame skipping, c'est-à-dire que l'écran il sera marqué 144 Hz. Dans Windows, il va être marqué 144 Hz, mais si vous faites ce test-là de Blurbusters en faisant la photo avec votre téléphone, etc., vous verrez qu'il manque des carrés. Et s'il manque des carrés, c'est que vous avez du frame skipping et que vous avez acheté un écran de merde. Bon. Voilà, les écrans.